Je suis sûr qu'on vous a énormément manqué pendant ces vacances. Mais ne vous inquiétez pas, nous comptons nous faire pardonner avec 2 plats du jour. Cette semaine, cependant, nos chroniqueurs s'annoncent plus motivés que jamais. Tout comme nos 2 nouveaux, Fabio et Léo. C'est ce que nous allons voir. Mais sauront-ils se montrer à la hauteur? En attendant, voici le générique. Au menu aujourd'hui, un plat du jour, celui de Rana pour un roman écrit par 2 auteurs bourrés de talent, Jean-Christophe Tixier et Manon Fargeton. Ça s'annonce passionnant. Par la suite, Romain nous présentera une série prometteuse, Remade. Ensuite, nos 2 nouveaux vous ont concocté leur premier sushi, Centaure. Enfin, comme toutes les 2 semaines, vous aurez le droit à une surprise du chef. Mais commençons promptement par notre plat du jour présenté par Rana et intitulé Quand vient la vague. Cela me donne des envies de vacances. Hello les croque-lecteurs! Pour cette émission, je vous retrouve donc, comme vient de l'annoncer Jonathan, pour vous présenter un excellent ouvrage intitulé Quand vient la vague. C'est le résultat d'un duo d'auteurs que nous adorons aux croque-lectures, Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier. Ces autrices et auteurs, respectivement connus notamment pour Le Suivant sur la liste et La Traversée, ont décidé d'allier leurs plumes pour nous faire découvrir un ouvrage récemment publié chez Ragio le 16 janvier et que j'ai refermé totalement conquise. Rana, peux-tu nous en faire un petit résumé ? Clément passe ses journées à surfer auprès de ses amis qui partagent la même passion que lui. Il aime sentir les rayons du soleil et l'eau de l'océan caresser sa peau en rêvant d'un avenir dans lequel il vivra de sa passion. Pourtant, la disparition de sa sœur Nina, 10 mois plus tôt, ne le quitte pas. À cause de ses parents, redoublant d'attention envers lui, de peur de le perdre à son tour, et des policiers l'assaillant régulièrement de questions sur les liens qu'il entretenait avec sa sœur, l'adolescent éprouve une sorte d'étouffement. Mais lorsque la police annonce à la famille qu'elle ne poursuivra pas l'enquête, car dans 2 mois, la jeune femme sera majeure et aura donc la liberté de ne plus jamais revenir, Clément décide d'agir. Il souhaite reconstruire le puzzle en découvrant à tout prix les raisons de la disparition de sa sœur. Il sait qu'elle est en vie. Relisant tout d'abord une lettre étrange que Nina lui avait envoyée quelques jours après sa disparition, dans laquelle elle confirme le fait qu'ils sont frères et sœurs, il se rappelle que le lendemain, il est invité à une fête chez Alex, le frère de Romane, ancienne meilleure amie de Nina. Clément sait qu'il doit lui parler. C'est grâce à elle que va commencer l'enquête. Il n'a seulement plus que 2 mois afin de retrouver sa sœur et les raisons qui l'ont poussé à tout quitter. Clément parviendra-t-il réellement à retrouver Nina malgré les recherches des policiers? Est-elle seulement encore en vie? Que signifie vraiment la lettre qu'elle lui a laissée? Romane acceptera-t-elle de s'allier à lui pour enquêter sur la disparition de son ami? Il me tarde de découvrir la suite de l'histoire. Quel est donc ton avis sur ce livre, Rana, qui à première vue semble vraiment t'avoir plu? J'ai été vraiment agréablement surprise par cet ouvrage très touchant de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier, 2 auteurs qui ont réussi à s'associer pour un superbe roman. Tout d'abord, le thème principal abordé dans ce roman de genre tranche de vie m'a beaucoup intéressé, la famille. Ainsi, on pourrait croire que l'histoire manque d'originalité à cause de ce thème, source de nombreux romans, mais en réalité, c'est tout le contraire. En effet, les 2 auteurs y mêlent d'autres thèmes, comme l'homosexualité par exemple. Ensuite, ce roman est très captivant. En effet, le lecteur découvre peu à peu les événements qui ont fait basculer la vie de Nina, en même temps que son frère Clément les vit à son tour. Chacun a un point de vue différent sur cette histoire, sa manière de réagir face à ces révélations familiales, ce qui est également très intéressant. De plus, j'ai trouvé original le mode de narration utilisé dans le roman. Ainsi, les 2 auteurs ont décidé de choisir la narration alternée, mêlant le point de vue de Clément à celui de Nina 1 an plus tôt, ce qui crée un élément de suspense en plus. On découvre donc les sentiments des 2 personnages, parfois bien différents. À présent, j'aimerais vous parler des 2 personnages principaux du roman, Nina et Clément, qui m'ont beaucoup plu. Premièrement, concernant Nina, j'ai pu suivre son évolution tout au long de l'histoire, ce qui m'a beaucoup intéressée. Ainsi, dès les premières pages du roman, 1 an avant sa disparition, on découvre une jeune adolescente heureuse, pleine de joie de vivre alors qu'elle prépare avec ses parents un projet familial, un voyage à l'étranger. De plus, elle est très attachée à son père, avec lequel une très grande complicité règne. Mais au fil des événements, elle voit sa vie s'effondrer suite aux terribles révélations qui menacent de remettre en question toutes ses certitudes. On découvre alors une adolescente perdue, en quête d'identité et qui se pose de nombreuses questions sur la famille. Ensuite, j'ai trouvé le personnage de Clément très attachant. En effet, celui-ci est à la recherche de sa sœur tout le long de l'histoire, n'hésitant pas à laisser les événements qu'il découvre peu à peu bouleverser sa vie, comme ils ont bouleversé celle de sa sœur. Mais si les 2 héros du roman sont extrêmement bien construits, il reste tout de même Jules, un personnage très particulier qui m'a beaucoup plu pour son originalité. En effet, je l'ai trouvé très intriguant. Lors de sa rencontre avec Nina, il est assis à côté d'elle sur un banc et lui adresse la parole comme si de rien n'était, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps.
Au fil des pages, une amitié différente des autres naît entre eux, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas trop vous en dévoiler, car en effet, Jules n'apparaît que vers les derniers chapitres du roman. En conclusion, le roman Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier m'a beaucoup plu. Il aborde un thème très intéressant, celui de la famille, et son histoire est vraiment captivante. Ses personnages sont extrêmement bien construits, on s'y identifie et attache très facilement. Alors, chers croque-lecteurs, n'hésitez absolument pas à l'ajouter à vos prochaines lectures. Merci Rana pour ce plat alléchant, mais je suis sûr que vous n'êtes pas encore rassasié. Mais rassurez-vous, il reste encore un second, c'est au tour de Romain. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle série d'Alex Caro, Remade. Cet auteur est connu pour sa longue série de 9 volumes, Time Rider. Un best-seller international, ce premier tome bourré de suspense est sorti en librairie le 4 octobre 2017 et le tome 2 apparaîtra le 4 avril 2018. Romain, de quoi parle ce roman ? En Afrique, une petite fille en touchant un chien au corps complètement décomposé décède rapidement. Les journaux télévisés pensent qu'il s'agit sûrement du virus Ebola. En Angleterre, Léo vit avec sa mère et sa petite sœur Grace. Son père, divorcé, se trouve lui aux États-Unis. Léo n'est pas très sociable et c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'amis, contrairement à sa sœur. Lui, il aime les théories et aller sur des sites internet. Il a peur de ce virus que le gouvernement ne prend pas au sérieux, alors que les pays qui se situent autour du Nigeria commencent à être infectés eux aussi. La population des pays d'Afrique occidentale meurt aussi de ce virus. La suggestion de la maladie d'Ebola est rapidement mise de côté. Les médias et les gouvernements des pays commencent à paniquer. Léo reste cependant le seul à avoir conscience de cette situation. Son père prend alors contact avec lui et il informe que la situation est grave. Les institutions internationales se sont rendues compte des proportions terrifiantes que prend le virus. Il lui explique qu'il a peur pour eux. Le virus se poursuit sa propagation et arrive jusqu'en Italie puis sur les littoraux qui l'entourent. L'Europe commence alors à être touchée. Le père de Léo, de plus en plus inquiet, se met alors à contacter sa mère et il leur conseille de prendre la fuite. Sa mère suit alors ses instructions et part se réfugier avec Léo et sa sœur chez leurs grands-parents paternels à Norwich. Leur but semble alors de plus en plus clair, survivre. Léo arrivera-t-il à protéger sa mère et sa sœur ? Arriveront-ils jusque chez leurs grands-parents ? Quelle est l'origine de ce virus ? Qu'as-tu pensé du début de cette série ? J'ai tout simplement adoré le roman Remade écrit par Alex Caro et traduit par Corinne Danielo. Tout d'abord, j'ai bien aimé le genre science-fiction qui m'a paru particulièrement intéressant et original. En effet, le virus cause de nombreuses morts depuis son développement à partir de l'Afrique. Sa propagation n'a pas de limite et les frontières ne l'arrêtent pas. Léon comprend rapidement la situation et craint de perdre les personnes qu'il aime. Cela crée un univers apocalyptique, donnant au livre une tension forte et une ambiance d'horreur. De plus, le virus entraîne une anarchie de la société totalement bouleversée. La décadence de notre civilisation est parfaitement décrite quand peu à peu le virus touche tous ceux qui font fonctionner les infrastructures comme les moyens de transport. Il n'y a ainsi plus aucune autorité sauf celle du plus fort, qui est le virus évidemment. Celui-ci, sans vous en dire trop, accroît son potentiel en développant une intelligence et devient le destructeur de l'humanité et en même temps le générateur d'un nouvel écosystème. Enfin, j'ai adoré le personnage de Léo pour l'amour qu'il porte à sa sœur. Il décide de la protéger de tous les événements auxquels il est confronté. Je le trouve très intrépide pour défendre sa petite sœur de tous ses dangers. Au début, le personnage de Léo est très insociable, tout le contraire de sa sœur. Son origine américaine qui se retrouve dans son accent suscite des moqueries et des surnoms méchants de la part de ses camarades de classe alors que Léo est lui aussi né en Angleterre. De plus, la vie est compliquée pour lui. Ses parents sont divorcés. Il est séparé de son père qui vit aux États-Unis. Pourtant, durant toutes ces aventures et les horreurs qu'il va vivre, il ne baisse pas les bras et continue à aller de l'avant. Pour conclure, j'ai donc vraiment aimé le livre Remade et je désire évidemment lire le tome 2, qui portera le titre de Reborn. Alors n'attendez pas et lancez-vous dans les aventures de Léo. Et maintenant le sushi, le premier de notre nouveau duo, mais je vous demanderai d'être indulgent avec eux, c'est leur première fois. Bonjour, pour notre première chronique, j'ai lu avec Fabio Centaure, un manga dessiné et scénarisé par Ryo Sumiyoshi. Il est édité chez Glénat en France, où les 2 premiers tomes sont parus. Au Japon, il comptera 5 volumes. Peux-tu nous raconter l'histoire de Centaure ? Dans le monde de ce manga, Centaure et humains vivent en harmonie. Les premiers apprennent aux seconds les techniques et les bienfaits de la nature. Tout change quand les humains commencent à se faire la guerre. Ils utilisent alors les centaures comme des outils et des armes. L'histoire commence quand Matsukaze, centaure à la force extraordinaire et à la chevelure flamboyante, tente de sauver son fils qui s'est approché d'un village. S'il y réussit, il se retrouve lui prisonnier par la faute d'un autre centaure très rapide, Koibari. En détention, ce dernier lui apprend qu'il attendait quelqu'un comme Matsukaze. En effet, Koibari s'est vu amputer des 2 bras pour l'empêcher de s'enfuir et de retrouver sa liberté. De ce fait, il se trouve totalement dépendant des humains. Les 2 compères attendent impatiemment la présentation des centaures qui doivent précéder leur vente à des seigneurs.
Le soir venu, ils mettent à exécution leur plan en mettant le feu au bâtiment. Mais la liberté n'est pas si aisée pour Koibari, pas assez endurant pour suivre Matsukaze et qui découvre tout de la nature, lui qui a toujours vécu auprès des hommes. Pourtant, ces derniers sont lancés à leur trousse, accompagnés d'un centaure archer au talent extraordinaire. Matsukaze et Koibari, comme tous les centaures, sont-ils condamnés à l'esclavage? Ensemble, pourront-ils reconquérir leur liberté et celle de leur peuple pour vivre en paix? Quelle est ton opinion sur ce seinen manga? J'ai bien aimé le seinen manga Centaure, écrit et dessiné par Shimiyoshi Ryo. Pour commencer, j'ai trouvé les dessins très réussis. Les scènes d'action sont particulièrement dynamiques, notamment quand elles montrent Matsukaze pendant un combat. En effet, certaines cases expriment la puissance du personnage principal en le faisant sortir de celle-ci. Les traits de vitesse ici utilisés régulièrement ajoutent une tension supplémentaire, jusqu'à rendre les pages surchargées. Ensuite, les traits des personnages changent et deviennent plus enfantins pour montrer un moment amusant. C'est souvent le cas avec Koibari, dont le rôle varie entre comique et tragédie. Ensuite, j'ai apprécié l'histoire en expliquant les relations entre les deux espèces. Les centaures qui faisaient confiance aux humains se sont fait trahir par ces derniers. L'homme a utilisé par la suite les centaures comme armes de guerre et comme esclaves. Évidemment, le scénario présenté n'est pas sans rappeler les traites négrières et tous les types d'esclavage, en démontrant toute l'absurdité de ces pratiques. Pour finir, j'ai trouvé que le mangaka avait su rendre les personnages charismatiques et notamment Matsukaze. Celui-ci prouve durant tout le premier tome sa fidélité à son espèce. À aucun moment il ne se laisse faire et aucun homme ne peut dompter sa puissance physique. Matsukaze est véritablement sans peur, prêt à protéger son fils au péril de sa vie. Il est considéré comme le centaure le plus puissant qui soit, capable de soulever des chevaux et de courir pendant des heures dans la forêt. Il est véritablement une force de la nature dont il a une très grande connaissance. En conclusion, j'ai vraiment apprécié le manga Centaure par ses dessins réussis, son histoire passionnante et son personnage charismatique et attachant. Un seinen à découvrir d'urgence. Pas si mal pour un début. En ce qui vous concerne, je pense que vous êtes rassasiés. Mais ne vous inquiétez pas, nous finissons sereinement avec l'interview de la semaine. Bonjour Carole Trébor. Avec le roman Révolté, vous abordez la révolution russe. Comment vous êtes-vous prise pour ne pas tomber dans un roman documentaire? Mais parce que je fais du roman, donc le roman c'est ma vérité à moi d'auteur. C'est des personnages imaginaires, mais c'est des personnages imaginaires qui naviguent dans un monde très réaliste, parce que je fais du roman réaliste et que j'aime bien être très rigoureuse avec le contexte. Maintenant, c'est comme s'il y avait un peu un squelette réel et autour, moi je mets de la chair imaginaire. Donc voilà, et après la vérité d'un roman, c'est la vérité de l'auteur, et puis le lecteur il projette sa propre vérité dessus. Donc toi tu auras une certaine vision de la révolution qui sera la tienne, ou alors tu auras une certaine affection pour les héros et les héroïnes. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'inventer ensuite vraiment les histoires des gens et comment leurs histoires personnelles se mêlent à la grande histoire. Pourquoi avez-vous choisi de présenter des jumelles Tatiana et Lena comme héroïnes? Je trouvais intéressant que les héroïnes soient des filles parce que beaucoup de révolutions en fait commencent pendant les guerres. Et pendant les guerres, les hommes sont à la guerre. Les femmes se retrouvent seules et doivent gérer le monde, doivent travailler, etc. Souvent, il y a des pénuries de nourriture, des pénuries de travail et tout. Donc, les révolutions sont lancées souvent par les femmes. La Révolution française, la première, le premier chemin, c'est les femmes qui l'ont fait en demandant la paix et le pain. La Commune de Paris, pareil. Et à la Révolution russe en février 17, c'est aussi les femmes qui vont dans la rue pour réclamer la paix, la fin de la guerre 14-18 qui ne les concerne pas et qui ne concerne pas leur pays et qui leur enlève leurs hommes. Et elles demandent du pain. Donc je trouvais intéressant que ce soit des femmes en fait, les héroïnes. Et puis après, j'avais envie que ce soit des femmes qui s'engagent de façon différente dans une révolte. Une pense qu'il faut prendre les armes pour renverser un pouvoir en place, qu'il faut de la violence. Et une autre va plutôt être choquée et ne pas aimer cette violence qu'elle rencontre sur les barricades et choisir de s'engager par l'art. Quelle recherche documentaire avez-vous effectuée avant de vous lancer dans l'écriture? Je fais toujours un gros travail de documentation, donc je lis des livres, je regarde des films, je me renseigne, je vois des photographies. Les lieux sont toujours très précis, c'est des lieux que je connais, c'est des lieux où je suis allée parce que j'ai vécu à Moscou.
Je connais bien ce quartier. J'ai situé l'histoire au centre de Moscou, au studio d'art qui a vraiment existé à côté du théâtre d'art de Moscou, parce que c'est vraiment un point central des combats qu'il y a eu pendant la révolution à Moscou, sachant que pas toute la ville n'a été envahie de barricades et de combats, hein. C'est resté quand même limité autour du Kremlin. Et puis voilà, après, une fois que j'ai accumulé un certain nombre de documents, je peux me lancer dans mon histoire. Et puis après, je fais des allers-retours tout le temps entre mes documents historiques, mes livres, les notes que j'ai prises, les photos, les films, et puis mon histoire et ce dont j'ai besoin pour mon histoire personnelle. Chères lectrices et lecteurs, l'heure est grave. C'est la fin de l'émission. Mais ne vous inquiétez pas, un bêtisier est disponible juste à la fin pour vous remonter le moral. C'est qu'on est intelligent, n'est-ce pas? En fait, ne répondez pas. Là-dessus, je vous dis à la prochaine, chers croque-lecteurs. In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is losing all my Ah, tout de la mat. Ah, ça m'énerve. S'ils reconquérir leur lire. Ah, c'est. Oh, on va se calmer, ok? Je sais, il y a un moment où j'ai bugué. Les scènes d'action sont particulières. Certains scénarios. Ouh. Montrant toute l'absurdité. Oh là là. Pour finir, j'ai trouvé. Non!